Téléspectateurs de Canal King Télévision, bienvenue à ce numéro de l'émission Monde du Travail. Monde du Travail s'occupe de toutes les questions liées au travail. Au niveau de l'administration publique, dans les administrations privées, les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les secteurs des mines, les usines, la conduite, la construction. Donc tout ce qui se fait dans le monde, dans tous les domaines, nous traitons de toutes ces questions dans cette tribune que j'appelle de l'expression libre et responsable. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous un syndicaliste. Un syndicaliste, et je me réserve le droit de pouvoir le présenter. Lui-même va se présenter pour que vous puissiez l'identifier. Qu'est-ce qu'il fait? D'où vient-il? Bonjour, monsieur Didier Okonda Oyumbu. Bonjour, monsieur Alain. Voilà, nous allons échanger avec vous. C'est la première fois que je puisse vous recevoir dans cette émission Monde du Travail qui concerne les agents, les employeurs et tout ce qui se passe dans les différents secteurs. Avec vous, nous allons parler du travail, nous allons parler du syndicat, nous allons également parler des questions de l'heure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous puissiez vous présenter au niveau de l'opinion pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent vous identifier. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire si bien, je m'appelle M. Didier Okonda. Je suis le secrétaire général du syndicat TUMEC, Travailleurs Unis des Mines, Énergie, Chimie et Industrie Connexes. Ça fait une bonne trentaine d'années que nous sommes dans le syndicalisme. On a sillonné plusieurs syndicats et aujourd'hui nous sommes dans ce syndicat qui encadre les travailleurs dans les secteurs que je viens de citer tout à l'heure et on a élargi même le champ après notre congrès 2017. Voilà, je pense que les téléspectateurs vous ont identifié et en tant que syndicaliste, vous avez fait la ronde à travers différents syndicats. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans votre syndicat. Est-ce que vous pouvez un peu circonscrire ou parler un peu du syndicalisme en République démocratique du Congo en tant que syndicaliste? En tant que syndicaliste, ayant exercé le métier pendant une longue durée, ce que je peux dire du syndicat, c'est que c'est un regroupement de travailleurs, une organisation des travailleurs pour se faire fort, une organisation des travailleurs pour faire entendre leur voix. Parce que face à l'employeur, quand le travailleur est pris individuellement, il est faible. Et lorsqu'ils se mettent ensemble, étudient leurs questions et amènent leurs déshydratats au niveau de l'employeur pour des solutions idoines, eh bien, lorsqu'ils sont nombreux, ça devient beaucoup plus fort et à ce moment-là, leur voix est entendue. Le syndicat, à travers le monde, je ne vais pas entrer ici dans des considérations historiques, mais j'aimerais dire que le syndicat dans notre pays, par rapport à ce qui s'y fait à travers le monde, il a perdu presque tout son sens à un moment donné. Pourquoi? Parce que, bon, il est fait vaille que vaille, parfois on perd le nord, il y a des guéguerres inutiles au sein du banc syndical, alors qu'en réalité, nous sommes obligés de nous unir pour être forts. Nous nous divisons, oubliant que nous allons nous affaiblir. Il y a une prolifération à outrance des syndicats sans spécialité. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au syndicalisme congolais qui aujourd'hui cherche encore à pouvoir sortir sa tête de l'eau. Et vous avez dit, sans pourtant entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, puisque les courants, ça commence d'où jusqu'à arriver à cette heure? Ça commence d'où, c'est-à-dire? C'est-à-dire, à un certain moment, est-ce qu'à partir du multipartisme décrété par le président Mobutu que... Ah oui. Au fait, à l'aube de l'indépendance, aujourd'hui nous avons 60 ans, il y avait un pluralisme syndical dans ce pays. À un moment donné, lors de la Deuxième République, tout a été mis dans un seul syndicat qu'on a appelé le syndicat unique, qui s'appelait l'UNTESA. Et lorsque la vague de la démocratisation est arrivée, on a libéralisé. Malheureusement, au lieu qu'il y ait des mesures d'encadrement, on a prêché plutôt qu'on puisse faire un pluralisme syndical intégral.
Et le faisant de manière intégrale, nous, syndicats, nous n'avons pas compris qu'il fallait que nous, on puisse organiser pour que nous puissions garder notre dynamique, que nous puissions garder notre force. Nous avons pensé qu'il fallait créer autant de syndicats, oubliant qu'en créant beaucoup de syndicats, ça crée un divertissement dans le groupe des travailleurs et ils n'arrivent plus à pouvoir s'identifier par rapport à l'action que nous sommes en train de mener, étant donné qu'à un moment donné, on est en contradiction les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, notre leitmotiv, ce qui nous motive à pouvoir continuer à faire ce syndicalisme maintenant, selon le modèle que nous avons initié, c'est de pouvoir faire voir aux travailleurs que leur bonheur, leur avenir se trouve entre leurs propres mains. Et que cela dépend de la façon dont nous devons nous organiser nous-mêmes. Regardez aujourd'hui, sur le plan national, les syndicats, qui est d'ailleurs le fils aîné de la société civile, qui constitue le groupe de pression de la société civile à côté de l'Église, qui est le groupe de mobilisation. Nous allons revenir sur ce sujet-là, parce que c'est classé parmi les points que nous allons développer. Je vais y revenir. Voilà, nous allons y revenir. Ça fait mal. Alors, vous avez évoqué la prolifération des syndicats, parce que si nous comptons aujourd'hui, nous pouvons les comptabiliser même à un chiffre de 200, voire même une centaine et plus. Et c'est à cause de l'argent, à cause des intérêts personnels, et voilà pourquoi les acteurs syndicaux ont préféré chacun créer son syndicat. Alain, vous êtes modeste en parlant de 200, nous sommes au-delà de 600. Et tous les syndicats qui sont enregistrés, on est au-delà de 600. Mais quand vous allez sur le terrain pour voir qui sont réellement opérationnels, vous n'en comptez pas ça. Donc, je pense que quelque part, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à fédérer nos efforts pour que nous puissions transcender nos sentiments et essayer d'amener devant les décideurs, qu'ils soient employeurs ou gouvernement, le vrai désidérata des travailleurs. Le syndicat constitue, pour la plupart d'entre nous, un gagne-pain. Ça ne devait pas l'être, parce que c'est une vocation. Le fait qu'il soit devenu un gagne-pain, et tout le monde qui perd un emploi veut créer un syndicat. Celui qui n'a pas trouvé de l'emploi sur le marché, il croit que c'est le syndicat qu'il faut faire. Et quand on entre dans ce syndicat-là, on commence à se vêtir de différentes couleurs. Il y en a qui sont jaunes. Je crois que vous connaissez la notion du syndicat jaune. Et ceux-là nous mettent les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la facilité de pouvoir distribuer de l'argent. Ils l'obtiennent où? Nous ne savons pas. Ils vont mettre de l'argent au sein des travailleurs pour distraire les travailleurs. Et une fois que les travailleurs ont voté pour ces syndicats, eux, ils tournent le dos pour récupérer ce qu'ils ont perdu. C'est ça le problème. Le vrai problème de la faiblesse du syndicat au pays, c'est le travailleur lui-même. Le jour où il va comprendre que c'est lui qui détient le pouvoir syndical, eh bien les syndicats vont se mettre au pas. Merci. Vous avez essayé de brosser la notion de syndicalisme ou de syndicat. Et maintenant, actuellement, après avoir sillonné, parcouru beaucoup d'autres syndicats, vous vous êtes retrouvé au sein du syndicat TUMEC. Comment peut-on comprendre ou définir les syndicats TUMEC, là où vous vous retrouvez actuellement? Au fait, après plusieurs déceptions, je m'étais décidé de pouvoir arrêter avec le syndicalisme. Et la genèse du syndicat TUMEC qui a fait que je puisse encore reprendre mon bâton, c'est une affaire vraiment qui a fait qui m'a poussé, il y a eu une motivation extérieure qui m'a poussé à pouvoir reprendre encore le syndicalisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le syndicat ISEM, aujourd'hui disparu, parce qu'ils ont fusionné avec les autres au niveau international pour faire ce qu'on appelle Industrial Global Union. C'était un syndicat, une internationale qui regroupait les travailleurs de chimie, énergie et mines. Ce syndicat mondial a voulu chercher des affiliés au Congo. Arrivé au Congo, il a inventorié plus de 50 syndicats dans les mines. Parce que c'est le secteur principal par rapport à lui. Et il a trouvé que c'était impossible de pouvoir organiser les gens si on est à ce nombre-là.
Ils sont venus, on a fait des ateliers, on a décortiqué, on a analysé ce qui est en train de se passer dans le pays. Nous avons déterminé les causes qui ont fait qu'il y ait prolifération et nous avons essayé de trouver des voies de sortie par rapport à ce qu'il fallait faire de manière à rendre le syndicat dans les mines beaucoup plus fort. Quelle était la solution? La solution, c'est qu'il fallait qu'on puisse fusionner. Mais comme vous le savez, au Congo, ce ne sont pas les syndicats professionnels qui existent, c'est plutôt comment on appelle ce sont les syndicats interprofessionnels et des unions qui, en leur sein, ont une branche de l'éducation, une branche des mines, une branche de l'énergie, une branche de ceci. Donc, en allant vers cette internationale, ce n'est pas le syndicat lui-même qui part en entièreté, mais c'est plutôt l'animateur d'un secteur qui est géré par ce syndicat international qui va vers là. La difficulté est venue de là. Ces gens ne pouvaient pas prendre... Il n'y a pas de syndicat spécialisé. Il n'y a pas de syndicat spécialisé, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, la difficulté est venue de là. Comment est-ce que nous qui étions des simples animateurs au niveau des fédérations, nous pouvions prendre une aussi grave décision de pouvoir fusionner, alors que ceux qui sont détenteurs des arrêtés d'enregistrement se trouvent ailleurs? Un couac. On a tourbillonné, ça n'a pas marché. Ils nous ont mis ici un coordonnateur pour que, malgré notre nombre, que nous puissions essayer de pouvoir définir un plan d'action de manière à ce qu'on agisse ensemble et qu'on puisse faire entendre la voix du travailleur. Pour le faire, au lieu de 50, nous avons été 18. Vous êtes parti de 50 pour... Oui, ceux qui sont entrés dans ISEM, il y avait 18 syndicats. Au départ, c'était 3. Quand ils ont accepté que les autres puissent aussi s'affilier, ça a fait 18. Et avec les 18, on a fait une coordination nationale où on a mis un coordonnateur payé par ISEM, Genève, pour pouvoir essayer de coordonner l'action de tous ces syndicats pour qu'ils parlent d'une même voix. Après, de 2003 jusqu'en 2009, résultat nul. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire une évaluation. Après avoir fait l'évaluation, on a trouvé que c'était impossible. Il n'y avait rien qui changeait. Au fait, on est resté congolais, au vrai sens du terme. Maintenant, quand celui qui a mis le projet en place a constaté que ça ne produisait pas, en train de vous tirailler, il nous a appelé, il a invité certains d'entre nous en Afrique du Sud. Nous sommes arrivés, on a discuté. Ils ont dit, on se retire du Congo. Et nous ne reviendrons au Congo que lorsque vous, les syndicalistes congolais, vous allez décider de vous mettre ensemble pour que nous puissions vous prêter main forte. Nous vous laissons le temps de pouvoir réfléchir. Nous avons dit, ok, laissez-nous le temps. Nous sommes revenus à Kinshasa, nous nous sommes sensibilisés les uns les autres. Là, en Afrique du Sud, c'était l'équipe des 18... Non, on avait appelé... 18 syndicats. On avait appelé celui qui nous représentait au niveau du comité exécutif. On m'avait appelé, moi également j'étais de la partie. Il y avait aussi le camarade, celui qui faisait la coordination de cette action-là pendant les 6 ans qui n'ont pas donné de résultats. Et après avoir fait l'évaluation, ils ont trouvé que non, il fallait arrêter. Ils ont arrêté. Et ils nous ont demandé, si vous entendez autrement et que nous trouvons que c'est bon, nous allons revenir. Nous sommes venus au Congo, on s'est sensibilisés. Nous avons dit, sur la scène internationale, lorsqu'une porte s'ouvre, on sait quand elle s'ouvre. Quand elle se ferme, vous ne saurez pas quand elle va se rouvrir. Donc, comme il nous donne l'opportunité, essayons-nous de pouvoir étudier. On a mis pratiquement 3 jours en train de réfléchir, et puis finalement, on a pondu un document, nous avons dit, non, nous allons nous mettre ensemble. Qui allait se mettre ensemble? C'est-à-dire les animateurs des différents syndicats. Les 18. Oui, dans les secteurs-là, ont accepté de pouvoir se mettre ensemble et créer un seul syndicat qui ferait beaucoup de boucans, enfin beaucoup de travail, enfin qui réunirait pratiquement la majorité des travailleurs dans les mines. Ils ont dit, bon, ok, nous vous envoyons comment on les appelle? Le consultant. On nous a envoyé un consultant, le consultant est venu, on s'est enfermé avec lui à la paroisse Sainte-Anne.
au bout du boulevard là-bas, je crois que vous connaissez. Nous avons fait 10 jours en train de réfléchir. On a commencé par faire l'état des lieux. Avec cet envoyé spécial. Avec cet envoyé spécial. On a défini l'état des lieux. Si je fouille bien dans mes archives, je peux vous en donner un exemplaire. On a trouvé toutes les causes et ainsi de suite. Et on a défini les moyens de sortir de cet état de choses. On a dit, bon, on signe une charte, nous allons créer un seul syndicat. 10 personnes adhèrent sur les 18. Mais ils adhèrent seulement en parlant. Parce que par la suite, il y a un qui part parce que lui ne sera pas secrétaire général, l'autre part parce que lui ne sera pas président. Vous savez, la maladie, le virus des titres au Congo, tout le monde veut être chef. Et ça a posé un problème. Toujours des divisions. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une cause légitime. Cela veut dire que s'il fallait aller créer une nouvelle organisation, pendant qu'on était en plein mandat, eh bien, il fallait que les animateurs trouvent une autre source pour pouvoir nourrir leur famille, payer leur loyer, faire ceci, faire cela, parce qu'ils seront partis des autres syndicats. Donc là, c'était légitime. Mais là, notre partenaire n'était pas prêt à pouvoir donner des salaires aux gens. Il a dit, les Congolais, on ne sait jamais, quand vous donnez des salaires, ça devient autre chose. Et ça a posé un problème. Nous avons eu la chance d'être syndicalistes, mais travailleurs au même moment. Nous avons un contrat dans une entreprise. Donc nous, on pouvait tenir le coup. Nous, on est restés. De 10 qui avaient signé la charte, on s'est retrouvés finalement à 3. Dans ce premier temps, c'était 50. 18. Non, 18. Oui. 50, 18, 10. Les 50, c'est l'inventaire dans le secteur. Donc, mais ceux qui se sont affiliés à ISEM, c'est 18. Des 18, 10 ont accepté de pouvoir fusionner. Et des 10, on est à 3 et puis à 2 à la fin. Malgré cela, ISEM a continué à nous appuyer pendant ce temps-là, pas en nous donnant des salaires, mais en nous permettant, en nous donnant les moyens de pouvoir aller d'une mine à une autre à travers le pays. On a sillonné pratiquement le pays pour sensibiliser les travailleurs sur ce que c'est que le syndicat et ce qu'eux ils doivent faire s'ils veulent voir leurs conditions améliorées. Dans les sites miniers. Dans les sites miniers. Lorsqu'on a fini ce tour-là, eh bien, on a constitué maintenant le syndicat. Tout ce qu'on faisait là, ce n'était pas pour le syndicat. On a constitué le syndicat et on l'a fait enregistrer au ministère des Mines. En 2010, Zanga Mobutu, qui devait signer l'arrêté d'enregistrement, étant parti sans dire qu'il démissionnait, ça a traîné, c'est sorti début 2011, on nous donne l'arrêté. À ce moment-là, on avait la latitude maintenant de pouvoir se réunir en tant que syndicat, parce qu'avant, on était talonné par l'ANER, par ceci, vous avez certains mouvements subversifs, ils veulent faire ceci. Mais après, quand on a eu notre arrêté, on a commencé à travailler normalement comme syndicat. Voilà d'où nous venons. Nous sommes venus de très loin. Pendant ce temps, ISEM va se fondre et va fusionner avec le syndicat du textile au niveau mondial et le syndicat de la métallurgie. Lui, il n'avait que la chimie, l'énergie et les mines. Maintenant, tous ces syndicats, ces 3 syndicats au niveau mondial, fusionnent et créent ce qu'on appelle le Industrial Global Union, qui est basé aujourd'hui à Genève, parce qu'ils ont déplacé le siège de Bruxelles pour Genève. Les mines et d'autres usines, on les fusionne pour créer ce que vous venez d'appeler là en anglais. Industrial Global Union. Alors, les noms TUMEC, comment expliquez-vous les noms TUMEC? Le nom TUMEC, nous avons discuté avec le consultant. Il y a eu une panoplie de propositions de noms. Et, comme par enchantement, le consultant va sortir un truc comme ça. Nous lui disons, mais quand vous dites TUMEC, ça signifie quoi? Il nous dit, travailleurs unis de ceci, cela. Nous disons, on adopte. Et on a adopté. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le syndicat TUMEC, ce n'est pas qu'il y a un certain Didier qui s'est levé un matin et qui a dit « je vais créer un syndicat ». Non. C'est la résultante d'une recherche et de concertation de plusieurs syndicalistes dans le secteur précité ici pour essayer de faire le syndicalisme autrement, tel que c'est fait ailleurs dans le monde où nous voyons le mouvement syndical en train de vibrer.
Voilà, secrétaire général, vous venez de brosser l'historique de création de votre syndicat jusqu'au stade actuel. Vous avez soulevé un point important, vous avez sillonné les mines, je pense que toutes les mines de la République. Comment avez-vous trouvé les agents et surtout leurs conditions de travail dans les différentes mines et relations entre employeurs et ces travailleurs-là? À l'issue de notre recherche et de nos concertations avec les travailleurs, nous avons fait un constat. C'est qu'il y avait des catégories de mines. Il y a des catégories des entreprises. Nous avons trouvé par exemple que les entreprises qui avaient un leadership asiatique étaient totalement opposées aux syndicats. Et les conditions dans ces entreprises-là, ce sont des conditions de précarité, les conditions qui exposent les gens à des accidents à tout moment. Et là où on devait avoir beaucoup plus besoin des syndicats, on n'en veut pas. Une autre catégorie, ce sont les entreprises que nous avons appelées les entreprises un peu standards, que nous avons trouvées, où il y avait un minimum. Les entreprises occidentales, parce que vous avez... Oui, à tendance occidentale, des multinationales occidentales, il y avait un minimum de respect des droits des travailleurs. Il y avait aussi des entreprises qui, elles, d'abord, elles ne vous ouvrent même pas la porte. Là, toujours les entreprises asiatiques. Asiatiques. Et ce sont toujours les Indo-Pakistanais, les Chinois, et ainsi de suite. Ils sont allergiques par rapport au syndicalisme. Mais ne peut être allergique au syndicat que celui qui ne fait pas bien les choses pour les travailleurs. Nous avons essayé de pousser. Nous arrivons en 2013. Et c'est en 2013 que nous participons à la première vague des élections sociales. Lorsque nous participons à cette vague des élections sociales, nous allons être élus dans 12 entreprises au niveau de Kolwezi, dans 2 entreprises au niveau de Lumumbashi, dans 8 entreprises au niveau de Haut-Ouélé, aux environs de la mine de Kibali Gold Mine, et dans plusieurs autres provinces. Mais quand on créait TUMEC, quand nous on parlait énergie et mine, les entreprises principales pour lesquelles nous étions en train de vouloir créer et organiser les gens, c'était la GECAMINE et la SNEL. Il s'est fait malheureusement qu'en 2013, ces 2 entreprises obtiennent des dérogations et ne vont pas aux élections. Ce qui fait que ça nous a maintenu un peu dans un suspense, tel qu'on était obligé de combler le vide pour essayer de pouvoir maintenir le minimum du fonctionnement au niveau de l'organisation. Jusqu'aujourd'hui, à la GECAMINE et à la SNEL, il n'y a pas de syndicats. Non, non, il y a des syndicats. Ce sont les syndicats qui étaient le mandat de 2008. Mais le mandat syndical dans une entreprise, il dure 3 ans. En principe, en 2012, il devait y avoir une élection. En 2015, il devait y avoir une élection. En 2018, une autre. Et en 2021, il y aura une autre. Mais ces entreprises ont refusé d'aller aux élections. Qu'est-ce qu'elles ont avancé comme raison? Il faut poser la question au ministère du Travail. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont brandi là-bas pour qu'on puisse dire que non, ces entreprises-là peuvent rester, ils ne peuvent pas organiser les élections. Rien que les portefeuilles. Non, non, il y avait seulement ces 2-là. Les autres ont organisé. Nous sommes allés à l'AMIBA, nous sommes représentés à l'AMIBA, nous sommes allés à KCC, nous avons été représentés, nous sommes allés à Moumi, nous avons été représentés, on est allé à Kibali, on a été représentés, et ainsi de suite. À la Régie des eaux, on a été représentés. Mais ces 2 entreprises prioritaires pour lesquelles nous, on avait les yeux là-dessus, parce qu'on connaissait le déshydratat des travailleurs, on avait un cahier de charges déjà prêt, ces entreprises ne sont pas allées directement aux élections. Donc nous, on ne pouvait pas participer. C'était les autres qui ont continué avec leur modèle. Oui, Président, revenons aux conditions de travail des travailleurs qui sont dans les différentes mines en RDC. Les conditions sont déplorables. Parce que vous avez sillonné les mines. Les conditions sont déplorables. D'abord, je lance un appel ici au gouvernement pour qu'on puisse ratifier la convention 176 de l'OIT. C'est une convention sur la sécurité dans les mines. Lorsque vous parcourez nos mines, à quelques exceptions près, la plupart des mines, c'est la mort. Vous la voyez, la mort.
parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ça, c'est du point de vue de sécurité. Les conditions sécuritaires du travail social, comment... Non, je parle de conditions de sécurité du point de vue de l'exécution du travail lui-même. Le travail lui-même tel qu'on doit le faire, ça présente beaucoup de risques. Dans les sites. Oui. Pourquoi? Parce que les mesures sécuritaires qui doivent être prises ne sont pas prises. Et ça, ils sont encouragés par le fait que la Convention 176 n'est pas ratifiée par la République démocratique du Congo. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir ratifier cette convention-là. Qu'est-ce que dit cette convention? Cette convention, c'est la sécurité dans les mines. C'est-à-dire qu'il y a un standard en dessous duquel vous ne pouvez pas aller lorsque vous voulez faire fonctionner une mine. On doit venir voir et regarder que non, les gens qui vont y travailler seront en sécurité. Au Congo, cette convention n'a jamais été ratifiée. Et nous pensons maintenant essayer de faire une campagne pour que le gouvernement puisse finalement ratifier cette norme. Ça, c'est du point de vue du travail lui-même. Du point de vue social de l'agent, vous trouvez des agents qui n'ont pas les soins de santé. Vous trouvez les agents qui ne bénéficient pas de leurs heures supplémentaires. Vous trouvez des agents qui sont gérés n'importe comment. Surtout dans les entreprises réticentes aux syndicats. Les entreprises asiatiques. C'est terrible. Est-ce que dans tout cela, l'État ne voit pas? L'État voit, mais l'État a des réformes à faire. Dans son fonctionnement, l'État doit réformer un certain nombre de choses. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des comités d'hygiène et santé au travail dans les entreprises et que ces comités d'hygiène-là acceptent que les choses se fassent sans aucune considération par rapport à ces aspects. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des entreprises où les gens sont utilisés abusivement par rapport à l'horaire du travail. Au lieu de faire les 8 heures qui sont prescrites dans la loi, qui sont reprises dans la loi, les gens vont au-delà de 8 heures et les 16 heures-là, au lieu de les considérer comme heures supplémentaires, on ne les paye pas ou on les paye au même titre que les heures normales. Mais l'inspecteur, à quoi sert l'inspection du travail? C'est d'inspecter, le mot le dit, étymologiquement parlant, c'est inspecter et voir si ça marche conformément à la loi du travail. Nous avons un code du travail qui a beaucoup d'avantages dedans. C'est l'un des codes en Afrique qui a beaucoup d'avantages dedans. Mais ces avantages-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller se rendre compte sur le terrain pour que nous puissions, pour dire que non, ce qui est dit dedans est respecté? Prenons le cas, par exemple, des élections syndicales. Nous allons aux élections syndicales dans une entreprise, à Haut-Ouélé, au Congo central, ou je ne sais pas où, et vous demandez au syndicat de vous amener le PV. Comment est-ce que vous, l'organe de la loi, qui est censé avoir des préposés partout, vous demandez au syndicat de vous amener des PV des élections? Mais c'est ça qui favorise que les gens, il y a toujours un combat là-bas. Aujourd'hui, on a une intersyndicale qui ne fonctionne pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de légitimité. Les gens se battent, l'autre dit non, vous avez triché, l'autre dit non, vous n'avez pas, les PV que vous avez amenés ne sont pas les bons. Mais qui doit arbitrer ça? Qui doit trancher par rapport à ça? Il n'y a que l'inspection du travail. Si les préposés du ministère du Travail qui se trouvent à Kasumbalesa, lorsqu'il y a élection dans une entreprise comme la GECAMI par exemple, ou bien la SNEL, ils transmettent le PV ici. Lorsqu'on fait la compilation, est-ce qu'il y aura tricherie? Il n'y en aura pas. Mais si vous nous laissez, nous, la latitude de vous amener nos PV, nous allons organiser les élections là où nous sommes et puis nous vous amenons les PV. Mais écoutez, je vais aller chez tous les routiers ici, j'ai fait signer des PV et comme l'inspection, l'organe de la loi est trop faible par rapport à ça, eh bien, on va vous amener des PV dont vous ne connaissez même pas si c'est bon ou c'est faux. C'est pas normal. Oui, revenons à la collaboration de TUMEC avec d'autres organisations syndicales. Est-ce que TUMEC a des relations, collabore également? TUMEC collabore très bien avec tous les syndicats. Pourvu que le syndicat soit un syndicat qui est en train de défendre réellement les travailleurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous avez des velléités de pouvoir restreindre les droits des travailleurs, TUMEC ne collabore pas avec vous. Il va vous mettre une barrière par rapport à ça. TUMEC collabore avec les syndicats qui sont réellement des syndicats constitués sur des bases légales et qui font le travail tel qu'il doit être fait.
Pour preuve, je crois qu'une fois, je vous ai vu, vous êtes passé quelque part, nous avons fait une activité sur le Covid. Il n'y avait pas que TUMEC là-bas. Il y avait TUMEC, il y avait la CDT, il y avait l'OTUC, il y avait l'UNTC et il y a TUMEC. Nous étions 5. Les 5 syndicats que vous avez vus, ce sont des syndicats indépendants les uns des autres, mais ce sont des syndicats qui collaborent. Ils collaborent dans quel cadre? Parce que ces 5 syndicats-là sont affiliés à Industrial Global Union. Et dans le cadre de notre plan d'éducation et de formation de nos bases, ainsi que de l'unité d'action que nous voulons mener dans les entreprises, on se concerte par rapport aux aspects qu'on doit défendre vis-à-vis de tel ou de tel autre employeur. Donc, c'est vous dire que nous sommes ouverts, nous travaillons avec tout le monde, on n'a pas de conflit avec qui que ce soit, mais pourvu que ce soit dans l'intérêt du pays. Et avec les employeurs? Avec l'employeur non plus. L'employeur n'est pas un ennemi, Alain. Vous venez de citer, déplorer je vais vous dire, les entreprises asiatiques. Je veux vous dire, Alain, ne veulent pas collaborer. Laissez-moi vous dire, Alain, que l'employeur n'est pas un ennemi. C'est là la faute que commettent beaucoup de syndicalistes. L'employeur n'est pas un ennemi. L'employeur, c'est un partenaire. Un partenaire, on discute avec lui. Quand est-ce que l'employeur devient un ennemi? C'est quand il ne veut pas discuter avec lui. Écoutez, vous avez une casserole, vous avez 3 francs dedans, 3 morceaux de viande là-dedans. Vous allez en sortir 5? Mais pour convaincre celui qui est en face de vous qu'il n'y a que 3 là-dedans, il faut montrer la casserole, non? C'est ça le dialogue. Si le dialogue social n'est pas établi entre les employeurs et les syndicats, ils se regardent en chien de faïence et ça devient un problème. Voilà pourquoi nous disons que l'employeur n'est pas un ennemi, mais il est un partenaire. Tout ce que le syndicat doit faire, c'est d'exiger une considération, autant que lui, il accorde la considération à l'employeur. Ça doit être mutuel. Et dans ce climat-là, il y a lieu de trouver des solutions. Vous savez, lorsque quelqu'un pose une revendication, et c'est là un peu la démarcation au syndicat TUMEC. Lorsque nous venons avec une revendication, nous avons un début de solution que nous proposons. Vous ne pouvez pas venir, vous commencez à crier. Non. Vous savez, il y a parfois des solutions qu'on peut trouver si vous proposez, parce que l'employeur, lui, n'a pas eu idée sur ça. Mais quand vous venez comme un syndicat qui vient, qui monte sur la table, il commence à crier « wow, 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 wow », comme on voit à l'Assemblée nationale là-bas. Non. Le syndicalisme a évolué, nous sommes au 21e siècle, il faut réfléchir. Quand vous posez une question, il y a des choses auxquelles vous trouvez des solutions déjà avant, et vous refusez de poser la question. Parfois, vous posez seulement pour embêter. Vous savez que ça va passer. Mais, quand vous venez poser une revendication, il faut vous dire, s'il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous pouvons proposer? Il ne faut pas aller vaille que vaille pour dire non. Non. Nous allons proposer ça. S'il dit non à ça, nous allons faire ceci, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle la négociation. Voilà, Monsieur Didier, nous sommes en train d'avancer, parce que la télévision, c'est le temps, et les réalisations. Depuis la création de TUMEC jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait en termes de réalisations concrètes? Ce que nous avons fait, il ne faudrait pas que ce soit moi qui le dise. Puisque votre cheval de bataille, c'est défendre les intérêts des agents, des travailleurs, bien sûr, et en même temps appuyer également la société à ne pas tomber en faillite. Absolument. Mais pas seulement ça. Également, nous aider nous-mêmes, syndicats, à faire le syndicalisme de manière normale. Par rapport à ce dernier point que je viens d'évoquer, nous sommes encore à mi-chemin. En termes de réalisation? Non, je parle par rapport au dernier point d'aider les syndicats frères à faire le syndicalisme autrement. Nous aider nous-mêmes, syndicats, à faire le syndicalisme. Ça, nous sommes encore à mi-chemin parce que l'écoute n'est pas au rendez-vous. Mais par rapport aux travailleurs, aux réalisations. C'est ça, les réalisations par rapport aux travailleurs. Les réalisations sont légion. Il est parfois malaisé de pouvoir parler de soi-même. C'est pas bon. J'aurais aimé que votre télévision diligente une enquête dans certaines entreprises, que vous donnez la liste, et vous allez voir ce que nous avons fait. Mais entre les lignes, je peux vous prendre cette Congo par exemple. C'est une entreprise qui bouillonnante. Hein?
la masse laborieuse qui est là-bas, elle n'est pas facile à pouvoir gérer. Le syndicat du MEC est venu et pour un premier coup, il est passé majoritaire à cette Congo. Nous avons trouvé là-bas une mauvaise application de la tension salariale. Ça faisait plus de 20 ans que cette tension était mal appliquée. On s'est mêlé aux autres, on ne va pas se taper la poitrine pour dire que c'est nous-mêmes, non. C'est vrai que nous avons été au devant, mais avec le concours de tout le monde, nous avons essayé, parce que vous savez, souvent, ce sont les leaders qui sont les mauvais. Souvent, les chefs de troupes, ce sont eux les mauvais, ce ne sont pas les troupes. Et nous disons, là, nous avons été leaders, nous avons pu arracher la correction de cette tension salariale. Comment elle est devenue? Une minute. Non, elle est devenue normale, telle qu'elle est édictée par la loi. Nous avons pu récupérer 2 millions de dollars qu'on a essayé de distribuer en termes de manque à gagner par rapport aux catégories qui étaient lésées. Et on a réussi à pouvoir indexer leur salaire au taux du dollar à la pompe. Aujourd'hui, s'il y a inflation telle que nous sommes en train de la connaître, nous ne suivons pas le taux qui est dans la maison d'échange, mais le taux auquel on vend le carburant à la pompe, c'est à ce taux-là qu'on paye l'argent de CEP Congo. Une façon de dire qu'on a pu conserver, tant que faire se peut, le pouvoir d'achat. Au niveau de Haute-Ouélé là-bas, il y a des entreprises de sous-traitance qui travaillent avec Kibali. Une d'entre elles a été même dissoute parce que c'est un Israélien. Bon, le contrat s'est arrêté. Mais avant qu'il n'arrête le contrat, nous avons pu, pour les 411 agents qu'il avait dans le gardiennage, nous avons pu obtenir qu'on donne à chaque agent une moto. Et que cette moto-là, qui revenait à 750 $, que l'agent paye 250 et que la différence soit versée par l'employeur. Les 250 que l'agent devait payer étaient divisés par 12 mois, étalés sur 12 mois, pour qu'il ne sente pas le coût de ce qui pouvait arriver. On a participé à l'élaboration de différentes conventions collectives, que ce soit à KCC, que ce soit à Moumi, que ce soit à la Brassimba, à Lubumbashi. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites. Même au Congrès, je crois que ça ne sera pas exhaustif lorsque je vais citer ça. Alors vous voulez dire que le bilan est reluisant? Il n'est pas aussi reluisant que nous l'aurions souhaité. Parce que beaucoup reste à pouvoir faire. Nous pensons qu'avec les élections de 2021, ici, qui doivent venir, j'espère que le ministère ne va pas encore pousser. Nous comptons, parce que le fait de le syndicat c'est quoi? Le syndicat c'est le nombre. Notre problème, ce n'est pas le problème des réalisations sporadiques que nous avons là. Notre problème, c'est le problème d'avoir un grand nombre de membres qui croient en leur organisation. C'est pour cela qu'on nous appelle groupe de pression. Vous ne pouvez pas faire une pression si vous n'avez que 1000 membres. Aujourd'hui, bien que nous soyons un syndicat sectoriel, on n'est pas partout, eh bien, nous comptons au-delà de 13 000 membres. Ce n'est pas peu, mais c'est peu à la fois. Nous sommes obligés d'aller encore beaucoup plus loin. Nous avons des challenges, nous avons des défis à relever en termes de formation de nos membres. Nous sommes un jeune syndicat, nous avons privilégié de pouvoir avoir une salle de formation comme vous avez vu là. C'est tout simplement parce qu'il faut absolument que celui qui va sur le terrain, qu'il sache ce qu'il doit faire. Oui, et ce jeu, revenons rapidement sur les questions de l'heure, puisque nous l'avons dit lors de notre question de l'heure. Question de l'heure. C'est quoi? Question de l'heure, puisque actuellement vous êtes syndicat, comme vous avez dit, groupe de pression. Oui. Il y a des questions de l'heure en RDC. Et quand je vois, comme vous avez dit, les syndicats au sein de la société civile, quel est le rôle d'un syndicat au sein de la société? Puisque les questions de l'heure sont là. Vous voyez, il y a des tiraillements à travers le pays, à Kinshasa. Le syndicat est un membre de la société civile.
Mais vous n'êtes pas écouté. C'est parce que nous ne voulons pas qu'on nous écoute. Comment ça? Tout simplement parce que nous ne voulons pas qu'on nous écoute. Si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre maison, personne ne viendra le mettre à notre place. Regardez, je ne sais pas de quelle question d'actualité que vous allez parler. Il y a la question d'actualité, les élections mais sont là. Dans la société civile, la CENI organise les élections. Et actuellement, il y a les processus de composition du bureau, ou soit de la CENI, puisque la CENI, il y a la plénière et les bureaux. On est en train de composer ces bureaux-là pour que la CENI commence à préparer les élections en 2023. Prenons d'abord ce point-là. Oui. Syndicat dans la société civile. Groupe de pression. Le syndicat qui est membre à part entière de la société civile, qui est détenteur d'une expérience avérée des élections. Parce que nous sommes un espace démocratique par excellence. Chaque 3 ans, nous organisons les élections. Et régulièrement, nous revenons, nous gérons le contentieux électoraux. Mais lorsque on est en train de parler de cette histoire des élections, c'est un silence plat. On n'entend même pas parler des syndicats. C'est pour cela que je vous ai dit que si on ne parle pas de nous, si nous ne sommes pas écoutés, si on ne se réfère pas à nous, c'est parce que nous ne voulons pas qu'on se réfère à nous. Il y a ceux qui disent que vous êtes faibles. Non, la faiblesse, elle a été voulue par le législateur. Puisque tous les travailleurs... Je vais vous dire une chose. Dans ce pays, oui, les agents de l'État, les fonctionnaires, les travailleurs dans tous les secteurs, oui, c'est vous qui les gérez. C'est ça que je dis. Nous gérons ces gens-là. Et nous sommes dans un format plurisyndical. Dans ce format plurisyndical, nous ne disons pas que les 600 syndicats doivent aller rencontrer le chef de l'État. Nous ne disons pas que les 600 syndicats doivent aller à l'Assemblée nationale. Nous ne disons pas que les 600 syndicats doivent aller parler avec le Sénat. Mais nous sommes dans un jeu de représentation. Nous savons ce que c'est que la représentation. Mais lorsqu'on a édicté ce schéma ici, on a choisi les 12 syndicats les plus représentatifs du pays, qu'on met dans ce qu'on appelle l'intersyndical national. Très bien. Parce que nous ne pouvons pas tous venir là-bas. Mais poussons la logique jusqu'au bout. Parce que les 12 là, ils doivent aller parler avec les instances, les institutions, sur des questions d'ensemble, n'est-ce pas? Parce que ce sont des questions d'ensemble. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et vous allez là-bas poser des problèmes sans nous consulter. Ça signifie quoi? En clair, ça signifie tout simplement qu'il faut prendre d'abord une assemblée générale de consultation qui doit être instituée pour que lorsqu'on va au Conseil national du travail, que ces syndicats-là, les 12 qui sont permanents, viennent devant les autres, les 500 autres, pour dire quels sont les problèmes, voici l'ordre du jour, comment vous pensez, ainsi de suite. Et lorsque nous avons fourni la matière, ils amènent la matière. Ils vont discuter, si ça marche, ok, si ça ne marche pas, ils reviennent nous rendre compte. Mais quand ils ont fini là-bas, ils ont l'obligation de la redevabilité. Ils sont obligés de venir nous dire, voici où nous sommes partis au front, voici comment ça s'est passé. Mais il n'y a rien de tout ça. Et vous allez me poser la question d'où vient la faiblesse. Mais la faiblesse, c'est celle-là. Même au niveau de l'Intersyndicale, puisque dernièrement, j'ai participé à leur rencontre. L'Intersyndicale parlait des élections. L'Intersyndicale, laquelle? L'Intersyndicale que vous citez, si c'est les 12 là. L'Intersyndicale, puisque la déclaration a été faite dernièrement, il y a presque quelques jours, oui, on déplorait l'histoire de la CENI, on déplorait l'histoire des lois Minako et Sakata, ils ont déploré beaucoup de choses. D'accord, mais on a consulté qui? Parce que la consultation, ce n'est pas seulement qu'on va vous donner un cahier de charges. Vous pouvez aussi avoir un bon cahier de charges. Mais quand vous venez, vous nous le présentez, nous vous outillons en argument. Nous vous outillons en comment faire le lobbying. Ils ont consulté qui? Bon, ce n'est pas pour nous attaquer entre nous, mais je démontre tout simplement les causes de la faiblesse syndicale dans le pays. C'est ça. Mais ça ne commence pas là-bas. Ça commence dans nos syndicats déjà ici. Quand vous envoyez un permanent dans une entreprise et qui est incapable de pouvoir venir vous rendre compte,
Mais ça fait plusieurs rois dans un royaume. Qu'est-ce que vous attendez d'un royaume comme ça? Un royaume divisé. Comment il va être? Et ces comportements, nous l'avons transporté jusqu'au niveau des institutions. L'intersyndicale nationale, au lieu d'être une intersyndicale à l'écoute du grand nombre, et qui vient rendre compte à ce grand nombre, non. On s'enferme dans un bureau, on se fait un organe bureaucratique, et on pond des histoires, et on va lire. Maintenant, vous avez lu. Quelle est la suite qui est venue? Parce que si vous étiez venu consulter, et que vous êtes parti présenter, et qu'il n'y a pas de suite, vous êtes capable de nous dire, écoutez les amis, ils ont refusé, nous devons arrêter. Et on donne le mot d'ordre. Dans la configuration actuelle, quel mot d'ordre on va donner? Parce que vous êtes parti faire, moi je ne connais même pas. Voilà le vrai problème. C'est celui-là. Et c'est pourquoi c'est ce qui justifie votre faiblesse. C'est ça la faiblesse de syndicat. Et même dans les négociations, vous partez, l'État n'arrive pas à répondre. C'est ça justement. On prend certains qu'on met en poche, et ainsi de suite. Vous partez tous le jour, la nuit, il y a ceux qui marchent. Le jour où nous allons comprendre, où le travailleur, moi j'incrimine le travailleur. Quand le travailleur va comprendre que Toponi Yé Akende a représenté Bissou, et si Kaya Akei, au lieu à représenter Bissou, a commis Koluka Oyaye, n'est tout na makamuna débat, na conférence, na assemblée, ou na toazulu wa 2000. Là, vous qui avez donné votre pouvoir, retirez-le. Et le syndicat TUMEC l'a démontré au niveau de Kibali Goldmine. Le président a été accusé de malversation. Je ne sais pas comment ils sont organisés en interne. Mais tango, oh non, nous avons dit, on met la croix. À CEP Congo ici. Quand le président a commencé à faire du n'importe quoi, nous avons dit non, ce n'est plus dans la logique du syndicat TUMEC. Si tu commences à agir contre le syndicat TUMEC, ce n'est plus normal. On a interrogé là-bas, là-bas a demandé qu'on puisse le déchoir. Voilà, plusieurs. Nous disons ce que nous faisons. Nous ne disons pas les choses pour le plaisir de le dire. On ne met pas quelqu'un représentant pour ses beaux yeux. On attend de lui un résultat. Et si le résultat ne vient pas, eh bien nous sommes nombreux, monsieur, mettez-vous un peu de côté, essayons celui-là. Même dans une équipe, il y a toujours le banc de réserve, non? Pourquoi ils servent? C'est parce que peut-être Alain s'est réveillé du mauvais pied ce jour-là, il ne sait pas tirer au but. Eh bien, sors d'abord, on va mettre mon ami qui est ici. Est-ce que changer quelqu'un dans une délégation syndicale, c'est un problème? Mais ici au Congo, vous trouvez même des délégués syndicaux qui prennent l'organisation en otage. Un délégué syndical qui va organiser le congrès de l'organisation, me dit. Ça vient d'où ça? Oui, Président Didier, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot pour ces numéros, puisque nous allons continuer à organiser toute une série de... Mon dernier mot, Alain, c'est d'abord de vous féliciter d'avoir pris l'initiative de créer cet espace. J'ai l'impression que nous-mêmes, nous ne nous valorisons pas. Et c'est pour cela que je fais un chapeau bas par rapport à vous qui avez compris qu'on représentait quelque chose. Mon vœu est que ça continue. Et qu'on se cultive, qu'on se spécialise davantage par rapport à des questions de fond, à des questions de négociation, à des questions de ceci, de manière à pouvoir informer correctement le travailleur. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, je viens de tirer sur le travailleur pour dire que c'est lui qui fait que ça soit faible. Mais on dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Comment vous allez condamner quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il doit faire? Et pour qu'il le connaisse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le dise et que quelqu'un qui fait arriver à cette personne-là. Vous avez choisi de pouvoir le faire. Coup de chapeau à vous. Et nous pensons que nous allons vous accompagner dans la logique. Nous avons beaucoup à pouvoir échanger. Bientôt, ça sera la campagne électorale. Je pense que, faute de moyens de pouvoir prendre des vols et aller partout, nous serons obligés d'initier avec vous un plan de communication qui pourrait nous permettre de faire entendre notre voix là où nous ne pouvons pas nous transporter et arriver.
Oui, merci téléspectateurs des canaux Guinée Télévision et de l'émission Monde du Travail. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Monde du Travail. Je rappelle, cette émission c'est pour échanger sur toutes les réalités dans les milieux du travail. Administration publique et les administrations privées, le secteur privé, tout ce qu'on fait dans la vie, nous échangeons sur ces réalités. Dans cette émission, vous avez suivi les échanges que je viens de faire avec le secrétaire général du syndicat TUMEC, M. Didier Okonda. C'est à vous d'apprécier. Et notre numéro est au tombant de l'écran. Si vous voulez faire un droit de réponse ou donner un son contraire par rapport à ce qu'il a dit, en tout cas, nous vous souhaitons de venir nous consulter. Nous allons vous accorder cet espace pour échanger avec vous sur les questions du travail. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.